de l'Ascenteur du côté du Palais du Peuple avec le dialogue politique inclusif qui s'annonce déjà avec beaucoup d'espoir. De nouveaux jeunes volontaires viennent de prêter serment à Dubreka. Après 11 semaines de formation, ils sont aptes à servir dans les 4 jeux naturels de la Guinée. Santé, la Guinée vers le renforcement de son système sanitaire vient de bénéficier d'un laboratoire mobile d'analyse biomédicale. Le geste est de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Présent à l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République, prof. Alpha Condé, a formulé un discours à la tribune des Nations Unies à New York. Dans son intervention, plusieurs sujets d'intérêt commun allant dans le sens de l'atteinte des objectifs du développement durable, notamment la paix et l'énergie. Sanassi Keita nous signe ce reportage. Les objectifs du développement durable, force universelle de transformation du monde. C'est le thème central de cette 71e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Ces assises de New York ont pour ambition de promouvoir les efforts communs à travers le monde visant à réaliser les objectifs du développement durable. Du haut de cette tribune de l'ONU, ici à New York, le président de la République mettait un accent particulier sur plusieurs sujets, notamment la paix et l'énergie, avec à la clé assurer un réel développement dans le monde. République de Guinée, je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies, à son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée. Je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, ma délégation voudrait tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre brillante élection à la présidence de cette auguste Assemblée et tient à vous assurer de tout son soutien pour le succès de votre mandature. Il me plaît également de rendre un hommage amplement mérité à votre prédécesseur, M. Mogens Lykketoft, pour la transparence et le dynamisme avec lesquels il a mené les activités de l'Assemblée générale au cours de la 70e session. Monsieur le Président, le 25 septembre dernier, dans cette même enceinte, les dirigeants du monde entier mettaient en commun leur vision du monde auquel ils aspirent à l'horizon 2030. À travers l'adoption de l'agenda de développement durable 2030, et des 17 objectifs de développement durable qui en découlent. Au cœur de cet agenda se trouve une ambition, celle pour la communauté internationale d'œuvrer inlassablement à l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, en vue de l'avènement de sociétés inclusives, justes et prospères, ainsi que respectueuses de l'environnement et des droits de l'homme. Cette ambition amorce définitivement un changement de paradigme du développement, rendu nécessaire non seulement par la multitude des défis auxquels nous sommes continués d'être confrontés, mais également par leur interdépendance irréversible. Un tour d'horizon du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui dénote un tableau qui n'incline pas toujours à l'optimisme. Le fossé entre les riches et les pauvres continue de se creuser. Le nombre de déplacements massifs de population ne cesse d'augmenter. Les crises et conflits de nature diverses émergent et parfois perdurent. Et la vulnérabilité de notre planète aux effets du changement climatique ne cesse de s'amplifier. Ce constat, si alarmant soit-il, nous dicte la nécessité d'adopter une approche globale, intégrée, cohérente et concertée, et de lier la parole aux actes en mettant en œuvre, dans une dynamique collective, des actions vigoureuses et soutenues en vue de l'épanouissement durable de notre humanité.
À cet égard, nous voulons saluer le choix que vous avez fait, Monsieur le Président, de placer la présente session sur le thème des objectifs de plan durable, une nouvelle impulsion pour transformer notre monde. Thème qui, nous l'espérons, permettra de jeter dès à présent les bases nécessaires à la réalisation effective des objectifs fixés. Monsieur le Président, la réunification des ressources financières allouées au financement du développement appelle à une réorientation de l'aide publique au développement pour la rendre plus efficiente, notamment dans des pays les plus vulnérables aux chocs économiques, sociaux, environnementaux, tant exogènes qu'endogènes. Dans ce cas, l'Afrique est le continent ayant la population la plus jeune au monde et qui compte les pays les plus vulnérables mérite une attention particulière dans la mise en œuvre de l'agenda du développement 2030. Pour réduire sa vulnérabilité et bâtir sa résistance au choc, l'Afrique aura besoin de transformations structurelles profondes permettant l'éclosion d'un secteur privé dynamique, véritable moteur du développement. L'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques devront intégrer pleinement la création d'emplois et d'opportunités économiques pour les couches les plus vulnérables, les femmes et les jeunes notamment, au fin de leur inscription effective dans la vie socio-économique et de la mise en valeur de leur potentialité. Des investissements substantiels pour rendre autonomes les femmes et les jeunes sont d'autant plus nécessaires que les fléaux tels que le terrorisme, l'extrémisme et l'intolérance, le trafic illicite d'armes et de drogue se nourrissent principalement de la misère et de la faiblesse de vision et des opportunités économiques de cette couche sociale. Les partenariats et financements innovants seront également nécessaires pour accélérer et pérenniser la dynamique de croissance en Afrique. Les nouvelles technologies représentent en cela un formidable tremplin devant être mis au service du développement durable. Le changement de modèle économique dont a besoin le continent africain ne peut se faire sans un accès durable à l'énergie qui reste un défi que l'Afrique peut et doit relever pour accélérer son développement. Aujourd'hui encore, 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'électricité, soit 700 millions d'Africains. C'est pourquoi les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont décidé de s'engager résolument dans l'élaboration, avec l'appui de la communauté internationale, d'un plan robuste en vue d'accélérer l'électrification du continent grâce aux énergies renouvelables, permettant de passer de 25 à 80% d'accès à l'énergie en 10 ans. Un fonds dédié au financement de l'énergie renouvelable en Afrique a été ainsi mis en place pour recueillir les contributions, notamment celles promises à l'Afrique, dans le cadre du suivi des accords de Paris sur les changements climatiques. En ma qualité de porte-parole de l'Afrique pour les énergies renouvelables, je voulais lancer un appel à la communauté internationale, notamment aux institutions financières internationales, pour accompagner notre continent dans la réalisation de certains objectifs qui nous permettront de bâtir un continent africain fort, respectueux de ses engagements relatifs à la protection de l'environnement et précurseur du développement durable. Monsieur le Président, le développement ne peut être durable sans la paix et la stabilité. Et la paix et la stabilité ne peuvent être consolidées sans le développement. Force est de constater cependant que la paix, gage de l'épanouissement harmonieux de l'humanité, continue d'être mise à rude épreuve dans notre région du monde. Le terrorisme continue de s'aimer la désolation à travers le monde et de menacer la paix et la stabilité internationale. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les actes barbares qui ont frappé sans distinction au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en France, en Turquie, au Pakistan, pour ne citer que ces pays. Nous voulons réitérer toute notre sympathie et notre solidarité envers tous les pays touchés par cette expression de l'obscurantisme. Nous sommes convaincus que si le terrorisme peut être vaincu uniquement par des moyens militaires, il ne peut cependant être prévenu et contenu que par des investissements socio-économiques conséquents, permettant ainsi de juguler les facteurs de radicalisation. Monsieur le Président, au Moyen-Orient, la terreur et la violence aveugle continuent de s'aimer la désolation en Syrie et au Yémen sans que la communauté internationale soit encore parvenue à créer les conditions d'une issue favorable et durable au conflit de cette région. Notre passivité collective face à l'impasse dans laquelle se trouve le processus de paix du conflit israélo-palestinien compromet dangereusement les possibilités d'énervement heureux de ce conflit. La Guinée, qui a toujours exprimé sans ambiguïté sa solidarité inconditionnelle à la cause palestinienne, demeure convaincue que toute solution viable et durable au Moyen-Orient
passe nécessairement par la création de deux États vivant côte à côte dans les frontières sûres et internationalement reconnues. Le chef de l'État a remercié par ailleurs la communauté internationale pour les efforts engagés auprès de la Guinée dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Concernant l'embargo qui frappe Cuba depuis trop longtemps, nous appelons à la poursuite des efforts visant à sa levée totale et nous encourageons les partis à poursuivre la normalisation des relations. Monsieur le Président, sur le continent africain, des crises nouvelles et anciennes, souvent fratricides, continuent de remettre en cause la stabilité de notre continent. Nous nous félicitons du soutien apporté par notre organisation dans le cadre du maintien de la paix en Afrique, notamment en Centrafrique et au Mali. La Guinée, qui apporte fermement sa contribution aux efforts de l'administration au Mali, à travers le déploiement d'un bataillon de 850 hommes à Kidal, a payé un lourd tribut avec la perte de 9 soldats en moins d'un an, suite à des violentes attaques de groupes terroristes qui menacent la stabilité de la sous-région dans son ensemble. C'est pourquoi nous demandons qu'il puisse être élaboré et adopté, dans le respect de la souveraineté des États et des mandats des opérations de maintien de la paix, un cadre légal pour doter les Nations Unies de compétences renforcées en matière de contre-terrorisme. Cela permettra aux forces internationales d'améliorer leur capacité de renseignement et de se prémunir contre les attaques à défaut de pouvoir riposter. Monsieur le Président, à ce titre, que le président du Libéria de la Sierra et moi-même, nous avons effectué récemment une émission en Guinée-Bissau. En effet, une approche préventive, coordonnée, concertée et cohérente semble tous les jours nécessaire pour appréhender les causes profondes des crises, mais également les facteurs qui les alimentent et les perpétuent. Nous nous réjouissons de l'adoption le 27 avril dernier de la résolution identique A70L43 de l'Assemblée générale et 2282 du Conseil de sécurité sur le dispositif de considération de la paix des Nations Unies qui met un accent particulier sur la prévention et l'insertion des jeunes et des femmes dans tous les secteurs d'activité de nos sociétés. La Guinée, qui est inscrite à sa demande à l'agenda de la Commission de considération de la paix depuis 2011, pense que ce cadre offre l'occasion d'évaluer la nature, la portée de sa collaboration avec la communauté en vue de mettre en phase avec ses besoins. Qu'il me soit permis d'évoquer avec vous la situation qui prévaut actuellement en Guinée, qui, après 2 longues et éprouvantes années, est exemple de la transmission du virus Ebola depuis le 29 décembre 2015. La lutte fut ardue et dure, mais nos efforts, fortement appuyés par ceux de la communauté internationale dans son ensemble, ont permis de venir à bout de la maladie. Je voudrais rendre en cela hommage à l'élan de solidarité qui s'est manifesté à l'égard des pays affectés par l'épidémie à virus Ebola. Cette victoire nous appartient souple et nous devons tous nous en féliciter. Toutefois, le chemin du relèvement reste long, car l'épidémie a éprouvé toutes les composantes de la société guinéenne ainsi que toutes les activités économiques du pays. Les couches les plus vulnérables, les femmes et les jeunes notamment, ont davantage été fragilisées et de nouveaux défis émergent quant à leur réinsertion sociale. La virulence de la maladie a tout de même permis d'identifier les faiblesses de notre système sanitaire et les secteurs qui méritent une attention particulière en vue d'assurer la résilience de nos populations et de notre continent. Ainsi, dans le cadre du développement post-Ebola, la Guinée a élaboré sa stratégie de développement post-Ebola, présentée ici même aux côtés de celle du libéral de la Sierra Leone le 10 juillet 2015, à l'occasion de la conférence de contribution organisée par le secrétaire général Ban Ki-moon. Nous voulons exprimer toute notre gratitude aux partenaires qui ont concrétisé l'annonce de contribution qu'ils ont faite lors de la conférence et inviter les autres à matérialiser leurs promesses en vue de permettre à la Guinée, au libéral de la Sierra Leone, de nouer rapidement avec le développement durable. Monsieur le Président, en dépit de l'épidémie Ebola, le peuple de Guinée a su faire preuve d'une résistance et d'une solidarité remarquable, confirmer la poursuite de nombreuses réformes visant au renforcement de l'état de droit, à l'avènement d'un cadre propice aux investissements et d'une gouvernance inclusive de toutes les composantes de la société. Sur le plan macroéconomique, après une longue période de rigueur budgétaire, le pays vient de conclure sa 8e et dernière revue avec le Fonds monétaire international. Monsieur le Président, en dépit de ces impératifs de démocratisation, l'Organisation des Nations Unies demeure la seule alternative viable pour la promotion et l'émergence de sociétés prospères et inclusives, l'expression de l'environnement et des droits humains. Néanmoins, il est indéniable que notre organisation doit constamment se réformer dans ses organes et ses méthodes de travail.
Voilà, c'était le discours du président guinéen à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. On en vient au premier titre de cette édition, dialogue politique en Guinée, deuxième jour de concertation, 2 points à l'ordre du jour, la libération des détenus politiques et l'installation de la haute cour de justice. Pour ce qui est du choix du présidium, de façon unanime, le ministre de l'administration du territoire a été désigné pour présider les différentes séances. Mohamed Lamine Camara nous en dit plus. Après l'établissement de l'ordre du jour par l'ensemble des acteurs de ce dialogue, 2 points ont dominé les débats ce vendredi. Il s'agit de la libération des personnes arrêtées ou condamnées lors des manifestations politiques et la mise en place de la haute cour de justice. Les discussions se sont soldées par un résultat consensuel. Et nous avons formulé et sollicité le président de la République sur le cas des prisonniers dans un cadre d'apaisement de l'atmosphère sociopolitique. Et nous avons aussi vivement recommandé à ce que, dans un bref délai d'arsenal institutionnel, soit complété par l'installation de la haute cour de justice. Je crois que la différence entre ce dialogue et les autres, c'est que les autres dialogues se sont établis dans une atmosphère de crise. Et cette fois-ci, c'est plutôt dans une atmosphère complètement apaisée. Nous avons sollicité pour une question d'apaisement de la situation politique et sociale que ces personnes soient libérées. Nous avons également échangé sur la nécessité de mettre en place la haute cour de justice. Dans l'appareil de gouvernance de notre pays, la haute cour de justice est la seule cour compétente pour juger un ministre. Le dialogue a recommandé que, dans les meilleurs délais, cette haute cour de justice soit installée. La question sur le choix du présidium du dialogue politique inclusif a été aussi abordée. À l'unanimité, le choix est porté sur la personne du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Pour ces acteurs politiques, le général Bourema Condé aspire une grande confiance. Je suis heureux que ma modeste personne ait été retenue par les deux camps, opposition et mouvance, de façon très consensuelle pour dire nous vous gardons pour présider l'entièreté du dialogue. Alors ça, c'est d'abord un premier motif de satisfaction que je traduis en autant d'invitation à mieux faire pour le bien de la Guinée, dans la paix, la cohésion nationale et la concorde entre tous, entre toutes. Les travaux se déroulent dans une atmosphère de convivialité et de compréhension. Les séances du dialogue politique reprendront le lundi prochain. D'autres points feront l'objet de débats selon l'ordre du jour établi. Ils viennent d'être distingués par les autorités politiques et militaires pour leur bravoure, courage et détermination. Ceci après 1 an de mission accomplie à Kidal dans le cadre de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilité du Mali. Le bataillon Gangan est de retour au pays, suivant le reportage de Louis-Auguste Leroy. Il n'y a rien de plus faste pour un soldat que de recevoir publiquement et solennellement une décoration ou un grade. Ici à Kindia, il fait beau aujourd'hui. Le soleil brille sur les têtes comme dans les cœurs de ces soldats fraîchement rentrés de Kidal, ce front le plus avancé et le plus dangereux de la guerre du Mali. Nous sommes sur la place d'armes de Samoreya, vaste esplanade témoin de plusieurs manifestations de gloire de l'armée guinéenne. Tout est prêt, tout est ordonné, ordonnancé et rangé comme tiré au cordeau. La revue des troupes s'effectue au rythme de la fanfare du camp Kémébourema. De son côté, l'intendance générale a mis les bouchées doubles pour la réussite de cette mission de Gangan 1. Les prises de parole sont brèves mais profondes de signification. Monsieur le ministre d'État à la présidence chargée de la défense nationale, permettez-moi, au nom de tout le personnel de bataillon Gangan 1, d'exprimer toute notre gratitude et notre sincère remerciement au commandant en chef des forces armées guinéennes, son Excellence le professeur Alpha Condé, pour avoir mis à la disposition
les moyens qui nous ont permis d'accomplir dignement et efficacement notre mission au profit de la République sœur du Mali. Tout le personnel a bénéficié d'un compte personnel en dollars américains approvisionné tous les mois à temps, permettant ainsi à chacun d'accélérer à sa prime au moment voulu. C'est la première fois en Guinée qu'un tel privilège est accordé à un contingent. La banque ne prélève aucun intérêt sur l'argent des hommes. Le professeur Alpha Condé a délégué sa représentation et sa parole au ministre d'État Dr Mohamed Diané, ministre d'État auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Je prends la parole au nom du président de la République, chef suprême des armées, pour adresser à nos vaillants soldats qui ont participé à cette mission les hommages et les remerciements de la nation tout entière. La Guinée poursuivra sa participation aux opérations de maintien de la paix aux côtés de la communauté internationale jusqu'à l'avènement d'une paix durable dans la sous-région et dans le monde. Ils sont plus de 800 soldats. Tous reçoivent la médaille commémorative signifiant et fixant dans le marbre de l'histoire que leur bataillon tout entier était à Kidal. Il y a en outre et en plus la médaille des blessés dont les noms s'écrivent désormais en oncial sur tous les registres de notre histoire. Avant de poursuivre, nous vous donnons lecture de cet arrêté conjoint numéro A/2016-6054 portant interdiction de l'extraction de la latérite du gravier sur le site de Sonfonia Lac. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation arrête. Article 1er, sont et demeurent formellement interdits sur le site de Sonfonia Lac, commune de Ratoma, Conakry, l'extraction de latérite et du gravier, ainsi que l'accès non autorisé des engins de terrassement et des camions. Article 2. Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s'exposera à des poursuites judiciaires sans préjudice de la saisie des engins et camions ayant servi aux opérations d'extraction. Article 3. Les ministres de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, de l'Environnement, des eaux et des forêts et de l'agriculture, des mines et de la géologie, des travaux publics et de la défense nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté. Article 4. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 23 septembre 2016, ont signé le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, le Séné Camara, Brema Condé, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. À la page santé, le laboratoire mobile d'analyse biomédicale qui a servi à faire des analyses pendant la crise Ebola vient d'être remis aux autorités sanitaires guinéennes. C'est un don de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui vise à renforcer le système sanitaire. Rose Pocho nous signe ce reportage. C'est le résultat de plusieurs années de lutte contre Ebola. Aux côtés de ses partenaires, ce matin, le représentant du ministre de la Santé reçoit ce document. Document qui atteste que la Guinée possède désormais son laboratoire d'analyse biomédicale. Une excellente nouvelle pour les autorités sanitaires du pays qui s'engagent depuis quelques mois dans la réforme du système sanitaire au lendemain de la crise Ebola. La Guinée n'avait jamais bénéficié de ces outils-là. C'est à l'avènement de l'épidémie d'Ebola que les laboratoires ont été améliorés. Et là, je remercie tous les partenaires européens, à commencer par le gouvernement guinéen, qui ont passé des mois, des jours, des années pour essayer de renforcer les capacités des laboratoires. Il y avait une réaction très rapide du gouvernement des États-Unis, seulement 32 jours après les demandes pour l'assistance. Le laboratoire était ici en opération et c'était nécessaire pour aider les Guinéens et aussi pour éviter une épidémie plus grande partout dans le monde. Composé d'une salle d'équipement individuel, d'une salle d'activation et d'autres salles, ce laboratoire mobile d'analyse biomédicale envoyé par les États-Unis en 2015 a joué plusieurs rôles importants, surtout dans l'identification des corps et l'analyse de 45 000 germes d'Ebola.
Aujourd'hui, d'autres pathologies comme la rougeole, la méningite, la Zika entrent dans le cahier de charge. Il pourra performer des tests pour beaucoup d'autres maladies, dont plusieurs autres maladies de fièvre hémorragique. Alors par exemple la fièvre Lassa ou aussi la fièvre du Rift Valley. Alors il y a d'autres maladies qu'il peut tester. Et aussi la rougeole, alors des maladies qui sont fréquentes quand même en Guinée. Alors c'est bon que ce laboratoire sera en place. Et maintenant, le gouvernement guinéen va l'intégrer dans son réseau de laboratoires pour stratégiquement le placer. On ne sait pas où il va être exactement pour l'instant, mais pour le placer stratégiquement dans le pays pour pouvoir faire des tests. Pour assurer un bon fonctionnement, 8 biologistes sont formés. En cas d'une réapparition d'une maladie, plus besoin d'envoyer les échantillons à l'extérieur. Le laboratoire mobile d'analyse biomédicale pourra fournir les résultats dans les plus brefs délais. Les travaux de la 4e réunion scientifique sur la trypanosomiasme humaine africaine a pris fin à Conakry pour un meilleur traitement contre la pathologie. 3 jours d'échange ont permis aux scientifiques et responsables de santé de définir de nouvelles techniques de lutte contre la maladie. Ça, Amaratholo, reportage. Lutte contre la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil, un nouvel élan est annoncé. Après 3 jours d'échange d'expériences, les scientifiques et agents des services de santé ont défini de nouvelles stratégies. L'approche consiste à renforcer les capacités de recherche clinique afin d'évaluer de nouveaux traitements. Nous avons tiré de grandes leçons de cette conférence, d'abord en ce qui concerne en matière de recherche pour la mise en place de nouveaux médicaments, de nouvelles stratégies pour la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, mais aussi toutes les données que nous avions à travers les autres institutions internationales qui nous appuient, les partenaires scientifiques qui sont dans les grands laboratoires, que ce soit en Afrique ou à travers le monde, qui ont contribué à l'innovation de nouvelles stratégies, de nouveaux médicaments. Tout ceci ont été discutés au courant de cette 4e réunion. Tenue une fois tous les 2 ans, cette réunion scientifique a permis aux représentants des différents pays touchés par la maladie de revoir leurs feuilles de route. Des choses que nous aurons sont des résultats qui vont nous aider à améliorer, n'est-ce pas, l'approche de lutte contre la maladie du sommeil, qui vont devoir nous aider à mettre à jour nos politiques, n'est-ce pas, ou notre politique de lutte contre la maladie. Suite aux recherches avancées sur le terrain, dans la lutte contre cette maladie, la Guinée pourrait être le 2e pays à expérimenter de nouveaux traitements après la République démocratique du Congo. Déjà, 2 localités, Dubreka et Bofa, touchées par la maladie, sont en phase d'étude. Objectif, avoir une possibilité d'installation des laboratoires de ces cliniques. La Guinée est le pays le plus touché en Afrique de l'Ouest. Donc face à cette situation quand même, on a voulu mettre un centre d'essai clinique ici en Guinée. Mais pour cela, il faudrait s'assurer des conditions d'hospitalisation des malades. Nous, on est sûr de ce que nous faisons, mais les experts sont venus voir nos centres pour voir est-ce que nos centres-là peuvent être éligibles pour être dans le cadre des essais cliniques. La trypanosomiase humaine africaine est une maladie causée par la piqûre de la mouche CC. Les chercheurs se donnent 4 ans pour l'éradiquer. Et puis, ce communiqué, la Cour constitutionnelle informe la CENI, les partis politiques et l'opinion publique nationale et internationale qu'elle recevra en audience publique solennelle du jeudi 29 septembre 2016 à 10h le serment de M. Bakary Massaré, nommé commissaire de la CENI conformément à la Constitution. Le président Kéléfa Sall. Dernier titre et dernier élément de cette édition, prestation de serment de nouveaux volontaires du corps de la paix américain. Après 11 semaines de formation en linguistique et en culture guinéenne, ces volontaires prennent service dans les 4 régions naturelles du pays auprès des villageois dans le domaine de l'enseignement, la santé et l'agroforesterie sous la direction de l'ambassade des États-Unis. Le point avec Makali Souma.
Ils sont au total 70 jeunes Américains, le plus grand groupe jamais invité en Guinée au compte du corps de la paix. Après 11 semaines de formation, ces jeunes volontaires américains prêtent serment et s'engagent à partager leurs expériences dans l'enseignement, la santé et l'agroforesterie. J'ai toujours voulu être volontaire du corps de la paix et je suis très contente d'être ici en Guinée, dans un pays francophone et dans un pays si accueillant. À leur arrivée, ces jeunes avaient été confiés dans des familles d'accueil à Dubreka pour leur apprendre à s'intégrer tout en suivant une formation en linguistique et en échange culturel. Aujourd'hui, ils sont des volontaires à part entière au service de la paix. L'idée du corps de la paix, c'est d'avoir un échange des Américains en Guinée pour qu'ils apprennent la culture, la langue, et deuxièmement pour pouvoir assister dans le développement des communautés guinéennes. Parmi ces nouveaux volontaires du corps de la paix, 30 ont choisi d'enseigner l'anglais, les mathématiques, la physique et la chimie. Les autres sont des agents de santé et des agents en agroforesterie. Des choix fortement appréciés par les autorités guinéennes. Ça nous touche particulièrement. Vous savez que nous sommes en année, comme je disais, de COP22 dans quelques mois. Il est important que les aspects environnementaux, de reforestation, le changement climatique soit au cœur de nos priorités et que nous ayons des jeunes qui vont aller dans les communautés qui justement sont celles-là qui participent souvent sans le savoir ou sans autre moyen à la dégradation de l'environnement. Dans les langues du terroir, ces volontaires ont également exprimé leur volonté d'apprendre d'autres cultures et leur désir d'aider d'autres communautés comme l'indiquent les statuts du corps de la paix. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête au compte de ce vendredi. Merci de l'attention que vous portez à la télévision nationale. À passer de bons moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à tous.